Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de présenter votre nouveau plan stratégique. Si j'ai bien compris, vous comptez miser toujours plus sur à la fois les services et l'expérience client. Et une consommation durable et responsable parce qu'on a démarré un virage avec nos derniers plans Everyday autour de la consommation durable, la réparation, la durabilité des produits. Et ces plans, ils nous amènent encore plus loin parce qu'on renouvelle nos ambitions et on va étendre nos modèles de services et l'abonnement et la réparation à une échelle encore plus importante. Alors justement, les abonnements semblent plus que jamais au cœur de votre stratégie. Vous voulez doubler le nombre d'abonnés à Darty Max et passer à 4 millions en 2030. 4 millions, c'est l'ambition pour l'ensemble des programmes, des services. Darty Max, ça sera évidemment les plus importants, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres services autour de l'accès au numérique, à la protection, à l'info. Et on se propose aussi d'étendre et diversifier les services que nous pouvons proposer à nos clients. Des services qui, eux, ils ont besoin pour gérer sa maison, son quotidien, son accès aux données, à l'info. Et en fait, l'ambition des 4 millions, il démontre bien que nous avons un potentiel énorme de développement pour renforcer nos liens avec nos clients et aussi, il faut je le dire, créer un modèle économique plus résilient et moins dépendant de l'aléa de la consommation, notamment de la transaction produit. Et la réponse, c'est donc l'abonnement, parce que l'abonnement est mieux margé et offre des revenus récurrents. Voilà, il y a une question de récurrence, il y a une question aussi des capacités industrielles d'anticiper les besoins des clients. Plus on répare 2 600 000 produits par an, donc ça signifie des milliers de produits, des dizaines de milliers de pièces à gérer. Mieux on peut anticiper, mieux on connaît les clients, mieux on peut les structurer, moins cher ce sera les coûts d'exécution de ces services et moins cher le client il payera en fine. Donc c'est rentable, la réparation. Il faut qu'elle soit parce que on passe à l'échelle. Ça contribue à la marge du groupe. 25% de la marge brute du groupe aujourd'hui, il devient des services. 25%. Donc c'est déjà plus qu'un quart. Et l'objectif, c'est d'aller à 35%. 30. Au moins 30 en 2030. Donc ça nous laisse un parcours important. Évidemment, les produits ne vont pas disparaître parce qu'il y a quand même de l'innovation, de la diversification de produits et besoin des clients de s'équiper. Mais la part des services, il devient de plus en plus important chez nous. Vous avez dit le mot maison. L'idée, c'est d'aider les Français. Et c'est pour ça que vous vous lancez dans l'énergie, avec l'installation, l'entretien, la réparation de chaudières, de panneaux électriques ou encore de pompes à chaleur. C'est ça l'idée, mais c'est un nouveau métier pour vous. C'est un nouveau métier. Mais c'est intéressant parce qu'on a fait une grosse acquisition l'année dernière en Italie. Oui. On a acheté le leader italien, donc les Darty italiens, pour simplifier, les Unieuro. Et Unieuro, il est déjà rentré dans ces domaines à travers une filiale qui s'appelle Covercare et qui fait exactement ce type de diversification de services. Et donc nous, évidemment, l'Italie, on pense l'amener encore plus loin et puis regarder des opportunités pour lancer ce type de services dans nos autres pays. Bon, toujours plus de produits réparés, donc on l'a compris chez Fnac Darty. La transition écologique, ce n'est pas un concept marketing chez vous, c'est vraiment le cœur du réacteur de la transformation du groupe Fnac Darty. Mais il faut qu'elle soit durable et économiquement accessible pour les consommateurs. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est sur des moments de tension forte en termes de pouvoir d'achat, de confiance des consommateurs. Donc on ne peut pas demander trop d'efforts aux consommateurs aujourd'hui. Il faut qu'il soit accessible à faible effort et à faible coût. Donc, la réparation par abonnement, il est pour moi la seule réponse possible si on veut que ces phénomènes de l'économie circulaire, pas simplement de la réparation, mais les recyclages, le reconditionnement et la revente des produits deviennent plus significatifs encore dans nos chiffres d'affaires. Ça peut peser combien, toute cette, on va dire, cette économie durable au sein de Fnac Darty à terme? C'est 25% de la marge déjà, ça concerne les services au sens large. Sur les chiffres d'affaires, nous sommes autour de 200 et quelques millions d'euros déjà des chiffres sur les produits réconditionnés. Sur la croissance, 10 milliards de chiffre d'affaires. Oui, c'est petit, mais en même temps, ça commence à devenir significatif pour nous. En tout cas, et la croissance, il reste encore autour de 30-40% par an. Donc on voit bien. Et c'est probablement pas par défaut d'intérêt des consommateurs, c'est aussi la capacité de récupérer les produits et les mettre dans les marchés. Donc il y a tout un travail d'investissement sur la filière reconditionnement, parce qu'en plus c'est un circuit court. On n'envoie pas les produits pour les reconditionner à l'autre côté du monde. Il faut les faire ici, dans nos ateliers, dans chacun de nos pays. Et on est en train d'investir à la fois sur les équipes et sur les outils
pour le rendre économiquement accessible et aussi donner des garanties, des qualités aux clients. Je pense que c'est un marché qui s'est créé. Évidemment, comme tout au début, il y a beaucoup d'opportunisme, beaucoup de personnes qui rentrent sans donner les garanties nécessaires. Donc il y a beaucoup de mauvais produits, parfois des fausses batteries. Et donc nous, on rentre dans ces marchés pour donner de la garantie. Tiers de confiance. Tout à fait. Et on donne de la garantie. On a même inventé un système qu'on appelait des passeports digitales, qu'on espère que l'industrie va adopter, pour avoir la traçabilité complète des produits avec la blockchain. Est-ce que chaque produit, on aura une espèce de son propre carte d'identité au passeport. Et ça, encore une fois, pour renforcer la confiance des consommateurs quand ils s'achètent un produit. Un, ce n'est pas un produit volé. Deux, c'est un produit qui a été bien entretenu avec des bonnes pièces et par des techniciens officiels. Donc ça, c'est important pour donner une crédibilité à ces marchés qui s'installent et qui, je pense, qu'il y a un potentiel de se développer fortement. Dans ce marché de la consommation, évidemment, tout passe par Internet. Qui n'a pas commandé chez Amazon ou autre, pour vous avez la conviction que les points de vente, les magasins, ça reste un levier hyper important dans l'exécution de ce plan stratégique. Vous allez rénover des magasins, vous allez en ouvrir, vous mettez de l'argent pour... ça s'appelle l'expérience client, finalement. Ouais, il ne faut réenchanter l'expérience client. Il faut vraiment... Nous, on est convaincus, on a été toujours que les magasins restent au centre de la relation avec les clients. Attention, on fait plus de 3 milliards de volumes d'affaires online, donc on est aussi un acteur important, donc un tiers des majeur. Un tiers des volumes sont en ligne. On parle des volumes d'affaires marketplace inclus, on est un des grands acteurs au niveau du monde dans nos catégories produits. Mais les magasins, pour nous, ils touchent plus de 90% de tous nos contacts clients en termes de ventes. Donc c'est plus que jamais important de renforcer l'expérience, de donner de nouveaux outils à nos équipes pour que ces parcours soient à la fois très fluides, mais aussi qui vient enrichir l'expérience avec les consommateurs. Donc il y a une vraie opportunité de réinventer la relation client dans les prochaines années. Fnac Darty s'est européanisé sous l'ère Enrique Martinez. Aujourd'hui, 40% du chiffre d'affaires du groupe est réalisé hors de France. Ça, c'est un changement. Ça. On a fait un mouvement depuis 2016 avec l'acquisition des Darty et là, la nouvelle acquisition Uniero. On a passé un groupe qui était autour des 4 milliards à un groupe qui frôle les 11 milliards. Et en même temps, on a été capable d'aller chercher une partie significative de cette croissance en dehors de nos territoires naturels. Donc l'international, il représente déjà 40% de nos chiffres d'affaires. Comme vous voyez bien, comment c'est important, il était diversifié sur les portfolios des produits et services, aussi des pays, parce que dépendant d'une seule économie, ce n'est pas probablement une bonne gestion de risque. Et surtout, l'opportunité d'avoir un pied dans une des grandes économies de l'Europe, comme l'Italie, qui se porte plutôt bien, qui a fait un bon travail de redressement des comptes publics. Et les consommateurs aujourd'hui, ils sont un peu plus optimistes, on peut dire, qu'en France. Donc on est très content de cette opération italienne. Vous voulez continuer à vous développer en Italie? En Italie et pas que. Ouais. En Italie, on est leader des marchés, mais c'est un marché qui est encore plein de petits et moyens acteurs. Donc Uniero a été construit ces dernières 70 ans par consolidation des acteurs régionaux. Et nous voulons donner les moyens pour accélérer cette consolidation. Et puis, on reste un des acteurs qui a été capable d'opérer des opérations de consolidation au niveau européen. Et on pense que c'est un marché qui va donner encore de nouvelles opportunités. Donc on va être attentif et bien outillé pour le faire. Quels sont les autres pays européens qui sont visés sinon? Il y a un intérêt particulier sur les pays où nous sommes présents aujourd'hui. Au Portugal, on a fait une opération, on pense qu'on pourrait aller encore plus loin. L'Espagne, on reste petit. Et puis pourquoi pas d'autres pays autour de nous. Je ne peux pas donner des détails particuliers, mais je pense qu'on a structuré ces groupes comme un acteur de référence régional dans ces côtés de l'Europe. On va trouver plus des liens, des synergies en termes de systèmes logistiques et autres. Si on s'éloigne trop, il faut que ce soit une opération qui soit vraiment très structurante, sinon on va rester plutôt dans ce côté de l'Europe. Enrique Martinez, vous voulez aussi vous développer dans les services aux entreprises. C'est un gros levier de croissance. Comment vous comptez vous y prendre pour séduire les entreprises? Je pense que c'est un virage qui est assez naturel. Vous êtes très bon dans vos métiers, vous avez créé des infrastructures, des compétences fortes et vous les avez gardées un peu pour vous et pour vos clients finaux. Et finalement, avec un très peu d'efforts, on peut les faire profiter à d'autres. Exemple. La logistique pour compte d'autres. Aujourd'hui, on est
une capillarité, une capacité de livraison des produits encombrants qui est assez unique. On livre presque 1,5 million des produits par an, partout en France, hein, J+1. Et en fait, aujourd'hui, avec un peu d'effort, on peut monter en capacité et pouvoir proposer la livraison pour compte d'autres. Qui dit livraison, qui dit réparation, qui dit assistance. On sait gérer des services clients pour des marques. Et donc, en fait, quand on est au monde du retail, on a des compétences industrielles qui peut être utile pour quelqu'un d'autre. On a lancé une activité avec les groupes CMA, CGM, que vous connaissez tous, oui, sur les fulfillment pour la logistique, et qui commence à avoir une part significative de son activité pour la logistique des comptes d'autres, en dehors de nos propres activités. Donc ça montre très bien comment nous pouvons aller en dehors de nos murs pour faire de l'activité. Avec des objectifs financiers qui sont assez clairs, marge opérationnelle supérieure à 3%, c'est à 2% je crois aujourd'hui, cash flow cumulé de 1,2 milliard sur 5 ans, c'est beaucoup, endettement maîtrisé. Vous êtes vraiment à l'aise avec ces objectifs? C'est des ambitieux et on voit bien les chemins pour y arriver. Le contexte économique, c'est ce qu'il est aujourd'hui, on le sait très bien, c'est très incertain. Nous avons des vents favorables dans nos cycles de renouvellement de produits. La technologie est très pressante, il y a des cycles d'innovation incroyables. La consommation, pour l'instant, elle est moins porteuse, et encore, ça dépend de quelques pays. Mais nous restons très confiants sur notre capacité. Nous l'avons fait ces derniers 3 ans avec une croissance faible, voire négative. Nous avons fait progresser l'activité du groupe grâce à cette compétence au monde des services. Donc, je pense qu'on peut continuer à aller plus loin. Et peut-être qu'un jour, la consommation, il va au moins se stabiliser, voire légèrement progresser, et nous pourrons alors encore plus vite. Aujourd'hui, il y aura une croissance a priori du chiffre d'affaires du groupe sur 2025, en tout cas de ce qu'on voit depuis le début de l'année. Le premier trimestre était relativement stable, le deuxième trimestre est en cours. Bon, la consommation, on le sait tous, c'est très dépendant parfois de l'état d'esprit et de la confiance des consommateurs. On est encore sur des mois qui sont relativement faibles en termes de conso. Mais la réalité de l'année, ça va se construire à partir de quelques semaines avec les soldes et les fins d'année. C'est beaucoup plus décisif que ces débuts d'année où la consommation, on sait très bien qu'elle est relativement modeste. D'ailleurs, entre hyperconsommation et déconsommation, vous êtes convaincu qu'une troisième voie est possible. Oui. Vous l'avez écrit dans votre livre « Et si on consommait mieux » aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes favorable à une sobriété heureuse. Mais je me disais, mais ça, c'est pas bon pour les affaires de Fnac Darty. Il n'y a pas un conflit d'intérêt entre... C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait parce qu'en fait, quand vous regardez qu'on investit sur la réparation, en fait, on est en train de massivement prolonger la vie des produits. Et on est en train de créer un modèle de consommation plus responsable. Et en même temps, un modèle qui peut être aussi créateur de valeur pour un groupe comme les nôtres. Donc, c'est ce mouvement contre une espèce de mauvais contrôle, mauvaise interprétation de la consommation sans coût, à avoir une consommation plus équilibrée et responsable, et dont un acteur comme nous, il sera forcément mieux positionné que les autres qui ne sont pas les mêmes réflexes. Quand on regarde les débats qu'il y a ces dernières semaines sur les plateformes, sur la hyper, sur les fast fashion, etc., ouais, on voit bien comment on peut tomber dans des extrêmes qui sont... Aujourd'hui, tout le monde se réveille, mais la réalité, c'est que ce n'est pas complètement nouveau. Et il est, à mon avis, temps d'agir et mettre les moyens pour que l'économie soit beaucoup plus soucieuse de ces effets négatifs. Bon, un mot de la bourse. Le titre Fnac Darty gagne 10% depuis le début de l'année. Est-ce que c'est le début de la remontada ? Le marché a bien réagi à l'annonce de notre plan. Oui. Ils ont bien apprécié notre ambition. Après, tous les titres qui sont liés à la consommation et très exposés au marché, mid-cap et small-cap français, nous avons des performances relativement stables, faibles. Bon, pour moi, c'est un signe d'acceptation du plan, mais les marchés l'attendent plutôt que des bonnes paroles, il attend des résultats, ouais, et peut-être avoir un peu la visibilité à moyen terme sur comment la consommation il va rebondir. Probablement qu'on en sort de tous ces marasmes des géopolitiques qui posent problème aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire pour que vous retrouviez en bourse la faveur des investisseurs, l'action perd 30% sur 3 ans, c'est de délivrer le plan stratégique. Délivrer les plans, l'inflation et la baisse des taux d'intérêt, ils sont en effet positifs. Ouais. Et je pense qu'aussi, globalement, et c'est pas que nous, globalement, les marchés des capitaux, il faut qu'on redonne l'intérêt pour les investisseurs que nous avons un peu perdu depuis l'inflation, depuis l'attaque de l'Ukraine. On a moins d'investisseurs sur les small cap, mid cap, moins d'investisseurs sur la place européenne. Donc, et nous, on est aussi victimes
de ces manques d'investisseurs en face. Donc, et nos titres, ils ne déçoivent pas. Et, au contraire, on est parmi nos pairs mieux évolués en termes des cours et même des profitabilités. Mais il y a aussi, nous à délivrer, et aussi que les investisseurs regardent des groupes comme les nôtres comme une opportunité de création de valeur à long terme. D'où, par exemple, un des objectifs de retour à l'actionnaire avec un dividende floor, avec une vision qu'on est capable de délivrer des cash flows très importants. Donc la croissance va venir, mais en attendant, on veut aussi faire un peu des retours à l'actionnaire importants. Donc ça fait partie un peu des messages importants du plan. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty. Merci, Merci, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama.